bienvenue donc à ce webinaire. Donc moi je suis chargée de l'animation, je travaille à la région et je fais partie aussi du réseau qu'a évoqué Thomas. Je vais faire l'introduction et présenter voilà nos intervenants. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est un peu une introduction en tout cas à l'économie régénérative et en partant des constats suivants. Donc, l'Organisation de coopération et développement économique, l'OCDE, estime que la moitié du PIB mondial dépend directement de la nature. Le reste, les autres 50%, dépendent des facteurs humains, technologiques et financiers, qui eux-mêmes dépendent aussi des accès aux ressources et à la nature pour servir le PIB mondial. Autrement dit, 100% de notre économie dépend du vivant. Et à des degrés différents, plus ou moins directs, l'agriculture directement et indirectement, par exemple pour les infrastructures ou le numérique. Or, nous utilisons aujourd'hui les ressources naturelles bien plus vite qu'elles ne se régénèrent, ce qui nous conduit dans une impasse. Les seuils écologiques sont déjà franchis et la simple durabilité, ne plus faire pire, ne suffit plus. Donc, la régénération de la nature n'est pas qu'un enjeu environnemental, c'est un enjeu aussi économique. Et nous allons explorer comment il est non seulement devenu nécessaire et possible de faire évoluer nos modèles économiques vers des logiques de régénération, et non plus seulement de durabilité. Et donc, c'est dans ce cadre que nous vous proposons d'explorer aujourd'hui qu'entend-on exactement par économie régénératrice, comment ça se traduit dans les entreprises, les organisations, les territoires et quelles sont les conditions de succès et de diffusion. Et donc, nous sommes en présence donc de trois intervenantes, avec donc Laura Parmigiani, qui est responsable d'études stratégiques au sein de BPI France Lab. Donc, pour rappel, BPI France, c'est une banque publique d'investissement qui agit en appui des politiques publiques conduites par l'État, qui accompagne les PME, les TPE et les startups, notamment dans leurs projets de développement et de transition écologique, transition énergétique et d'innovation. Dans ce cadre-là, donc, vous traitez des transformations de l'économie liées à l'IA, à l'industrie ou l'énergie, leurs impacts sur les acteurs économiques. Donc, vous avez coordonné des études, notamment les dirigeants de PME ETI face à l'urgence climatique. Et vous pourrez apporter une vision non seulement macro et stratégique, vous connaissez les grandes tendances, notamment la façon dont les PME s'approprient voilà, la question de la régénération. Et vous avez aussi un volet pratique, puisque vous avez étudié des cas pratiques, justement, d'études d'entreprises qui ont franchi le cap. Nous sommes en présence aussi de Karine Lascol. Donc, Karine, vous êtes la directrice de Domanis, qui est l'office HLM du département de Lyon. Et vous avez engagé votre organisation dans une démarche justement d'économie régénérative au travers du projet de coopération territoriale qui sur le Tonnerrois et dont vous allez témoigner. Donc vous nous apportez en tout cas un cas pratique en Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de Lyon, et avez une vision un peu de savoir comment on impulse voilà, ce mouvement au sein d'une organisation, comment on implique les parties prenantes dans cette démarche. Et puis, nous sommes en présence de Brieux Michou. Donc, Brieux, vous êtes un défenseur d'un modèle économique qui va au-delà de la durabilité pour restaurer, renouveler et régénérer les systèmes naturels et sociaux. Vous êtes actuellement le copilote du parcours CEC, Convention des entreprises pour le climat. Donc la CEC, ce sont des collectifs d'entreprises qui sont accompagnés dans la prise de conscience déjà des enjeux liés aux limites planétaires et accompagnés dans la réflexion pour adapter leur modèle d'affaires et les amener vers une bascule, vers sortir d'une économie extractive vers une économie régénératrice. Voilà pour l'introduction. Laura, Karine et Brieux, si vous voulez compléter, vous avez tout le loisir de le faire. Sinon, on enchaîne. Est-ce que ça vous va pour les portraits qui ont été faits de vous rapidement? C'est fidèle? Oui, et juste, Oui. je précise, en fait, Domanis s'est lancé dans l'économie régénérative à l'issue du premier parcours de la Convention des entreprises pour le climat Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, on est alumni du premier parcours. Merci pour la précision. Donc, on va démarrer par une petite question introductive, mais qui s'adresse à nos auditrices et auditeurs. Si vous voulez bien répondre bien sélectionner questions-réponses et pas dans le chat classique.
La première question, c'est un peu pour sonder voilà, alors, votre niveau de connaissance. Voilà, est-ce que vous découvrez le sujet? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que c'est pour vous derrière économie régénérative? Si vous pouviez laisser les 2-3 mots qui vous viennent en tête lorsque vous avez soit découvert le sujet, soit vous êtes déjà éclairé sur le sujet. C'est parfait parce que c'est la première question à laquelle on va demander à Laura, Karine et Brio de répondre justement, c'est de nous éclairer sur comment on peut définir l'économie régénérative. Et je vais d'abord m'adresser à Laura pour nous apporter les premiers éléments de réponse. Merci, merci Céline. Avant peut-être de répondre à cette question, je vais peut-être vous dire comment on est arrivé là, c'est-à-dire comment BPI France, BPI France Le Lab est arrivé à parler, en tout cas à traiter de ce sujet. BPI France Le Lab est le département d'études de BPI France. Nous avons été créés il y a 10 ans avec la création de BPI France, avec une volonté de décrypter des sujets économiques et non seulement pour les dirigeants de PME ETI, mais aussi mieux comprendre les dirigeants de PME ETI et de TPE qui, à l'époque, quand on a commencé nos études, étaient pas du tout étudiés, je dirais. C'était un monde à part. On étudiait les grands groupes, mais on connaissait pas du tout les spécificités des TPE, PME, ETI. Et c'est donc nous avons voilà, c'était un laboratoire, donc on a commencé avec différentes études et déjà en 2017 nous avons étudié ou en tout cas élaboré une première étude sur les dirigeants de PME ETI et la RSE. Donc, on a commencé en fait à regarder qu'est-ce que c'était que la RSE pour les dirigeants de PME ETI. On a commencé à creuser les difficultés, en tout cas les définitions, les difficultés, les freins que pouvaient avoir les dirigeants de TPE, PME ETI face en fait au sujet de la RSE. Et ensuite, en 2019-2020, et je précise 2019, parce que l'étude qui a cité Céline, en fait, l'enquête a été faite en 2019, donc juste avant le Covid. Nous avons décidé de faire cette grande étude sur les dirigeants de PME ETI face à l'urgence climatique. Donc, c'était avant Covid, et je précise parce que nous avons remené la même enquête 3 ans plus tard, et on a vraiment remarqué l'impact, en fait, que cette crise a pu avoir sur la prise de conscience des dirigeants de PME ETI. Et en 2023 aussi, donc on commence à entendre parler d'économie régénérative. Donc on rencontre aussi la Convention des entreprises pour le climat et on commence à s'intéresser au sujet parce que nous aussi, on se posait la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'économie régénérative. Est-ce que c'est un buzzword comme ceux qu'on peut entendre donc voilà, l'approche était vraiment un peu pas méfiante, mais en tout cas, on voulait vraiment creuser la question pour savoir est-ce qu'il y a du nouveau, qu'est-ce que la différence avec la RSE, comment apporter une réponse, ne pas apporter de la confusion plutôt auprès de nos dirigeants qui aussi nous posaient la question. Donc, on s'est penché sur le sujet. Et la définition que je vais vous donner, c'est une définition voilà, qu'on a essayé de créer pour rendre en fait cette. Est-ce qu'on peut peut-être passer à la slide suivante parce que je ne pense pas avoir la main sur la slide suivante. Oui. Pour expliquer l'économie régénérative, la démarche régénérative, il faut en fait partir du pourquoi et pourquoi on en parle. Et ça pose aussi toute la différence, je pense, avec les autres démarches. Dans l'approche régénérative, on parle vraiment du vivant et donc on parle des ressources planétaires. Donc, il n'y a pas que le climat. Il y a plein de ressources. D'ailleurs, dans nos études, on parle souvent d'environnement. L'environnement englobe aussi la biodiversité, le climat. C'est une définition beaucoup plus large. Et donc, le vivant est une source. Et ce n'est pas une seule ressource dans l'approche régénérative. Donc, la Terre est considérée comme ayant des limites. Donc, les ressources ne sont pas infinies. Comme on peut l'entendre dans des démarches plus classiques. Et puisqu'on dépend de ces ressources, en fait, on est tous interconnectés. Donc, dans la définition d'approche régénérative, il y a vraiment cette question d'interdépendance et non pas de hiérarchie.
Et il faut apprendre en fait à avoir une approche plus systémique en pensant en fait tout ce patrimoine de flux d'interactions et de ressources. Euh, et laisser de côté une pensée qui est plutôt analytique avec un objectif, un processus, des causes et des résultats. Donc c'est une approche plus englobante qui part en fait de cette prise de conscience qu'il y a des ressources et ces ressources limitées et que le vivant est plutôt non pas une ressource mais c'est une source. Si on va à la slide suivante. Juste pour compléter, après je vais laisser aussi la parole à Karine et Brieux pour que ils puissent réagir aussi. Voilà notre vision, une vision qui essaie d'expliquer en fait aux entreprises plutôt. Vous faites partie de collectivité, mais je pense que la définition peut s'appliquer de la même manière. Mais la vraie différence que nous on a vraiment essayé de montrer aux entreprises, c'est que dans une approche régénérative, dans une vision régénérative, il y a une approche déjà holistique, mais qui pose, donc vous le voyez dans le cercle gris, l'environnement, les limites planétaires, vraiment comme la base de l'activité de n'importe quelle entreprise. Une entreprise ne peut pas avoir une activité si elle si elle ne soigne pas, je dirais, cette base et cette limite planétaire. Elle dépend en fait de cette base et de ce vivant. Elle repose aussi sur la société, donc il y a un deuxième pilier sur lequel la société repose, l'entreprise repose, et c'est la société, pardon. L'entreprise, en fait, ne peut pas non plus fonctionner si elle n'a pas une société, un écosystème de ressources humaines autour. Donc, c'est la priorisation, je dirais, dans l'approche générative qui donne la différence, qui donne aussi cet élément de la différenciant. Et c'est aussi le fait non seulement de prendre la conscience qu'il y a une sorte de hiérarchie, je dirais, entre l'environnement et les limites planétaires, la société et ensuite l'entreprise, qu'il y a cette interdépendance. Et donc, pour vivre, l'entreprise, en fait, doit créer de la valeur, mais pas seulement de la valeur monétaire, mais aussi une valeur positive pour restaurer le vivant sur lequel elle s'appuie. Merci Laura. Karine et Brieux. Oui, bonjour. Oui, donc à toutes et à tous. Sur la vision dans l'approche régénérative, je dirais pour Domanis, et j'aurai l'occasion de l'illustrer après sur un exemple concret, on a 3 piliers: régénérer l'habitat, le lien social et le vivant. Et c'est le vivant qu'on met en premier, on l'a vu tout à l'heure dans la définition. L'idée, c'est d'aller au-delà, je dirais, de la neutralité carbone, par exemple, si pour quelque chose qui est tangible, et d'aller effectivement au-delà de l'adaptation aux bouleversements climatiques qui sont en cours. Voilà un peu pour la définition qu'on a en interne sur la version régénérative, et je passe la parole à Brieux pour qu'il partage aussi sa vision sur l'économie régénérative. Oui, merci. Bon, Laura a déjà dit beaucoup, peut-être pour l'illustrer ou le dire avec d'autres mots. La RSE classique est souvent limitée à créer des actions en périphérie, en marge de l'activité de l'entreprise. Par exemple, l'exemple un peu caricatural mais classique, c'est on met une ruche sur notre site de production et du coup on a coché la case biodiversité. L'approche régénérative, elle essaye d'être plus holistique. En tout cas, elle essaye de se dire comment le cœur du business de l'entreprise, qui dépend de l'environnement, des limites planétaires et d'un plancher social aussi, va créer des valeurs positives nettes pour cet environnement et pour ce plancher social. Donc, on dépasse la réduction d'impact, c'est-à-dire on essaye de faire moins mal au maximum, on essaie de compresser tous les impacts à un seuil incompressible, et en parallèle, ça c'est un premier mouvement, donc réduire tous les impacts. Et un deuxième mouvement, c'est créer du positif net, créer plus de biodiversité qu'on en détruit avec notre modèle économique, stocker plus de carbone qu'on en émet avec notre modèle économique, nettoyer plus d'eau qu'on en salit avec notre modèle économique, etc. etc. Voilà. Pour moi, c'est en très, très simple, c'est un peu ça l'économie régénérative. Merci. Alors la seconde question, justement, là, un tout petit peu abordée, c'est finalement ces approches-là. Alors, on connaît d'autres approches un peu mieux, la RSE, notamment l'économie circulaire, et puis plus récemment
le concept de robustesse des entreprises, pour un peu approfondir comment vraiment on peut distinguer voilà, ces différentes démarches. Donc, je passe la parole d'abord à Laura pour nous répondre. Oui, c'est une question qu'on nous a posée souvent. Moi, je dirais que l'approche, la démarche régénérative est c'est plus un objectif. Je dirais, on va vers une régénération, on veut essayer de régénérer. Et après, il y a le comment. Et donc, il y a des modalités de mise en œuvre, je dirais, pour arriver en fait à cet objectif. La circularité, l'éco-conception, la réduction de l'utilisation d'énergie, ce sont des moyens. Donc, quand on parle de circularité, par exemple, c'est un des modèles qu'on peut appliquer dans la révision justement de son business model pour avoir une approche, pour aller vers cette approche régénérative. Appliquer une réduction voilà, de flux, d'énergie, c'est déjà une première étape. Essayer ensuite de produire de l'énergie et produire plus que ce qu'on consomme, là aussi, c'est l'étape de plus qui nous amène vers la démarche régénérative. On a essayé justement avec la Convention des entreprises, la Convention des entreprises pour le climat et l'UNIA, donc, qui est une association ici, société de conseil, de lister les grands principes de cette démarche. Et vous verrez en fait dans cette démarche qui est plutôt un chemin, c'est la régénération pure, c'est vraiment c'est dans le long terme, ça aussi, hein, c'est quelque chose de très important. On verra pas les résultats tout de suite. Le vivant prend 20 ans, 30 ans de se régénérer. Donc, c'est une démarche forcément dans le long terme. C'est pour ça que souvent, le premier principe, c'est vraiment voir plus loin que le climat et intégrer toute cette complexité. C'est parce que c'est vraiment une démarche long terme. Un autre principe, c'est aussi essayer dans toute la chaîne de valeur d'intégrer le vivant, donc de voir quel impact on peut avoir dans tous ces process, dans la création de produits. Et essayer toujours d'avoir aussi un équilibre entre performance et robustesse. Robustesse, quand on pense aussi à des entreprises, il y a aussi une question de performance, en tout cas de pouvoir générer de la valeur, en tout cas suffisamment pour pouvoir payer ses salariés. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, mais aussi de la robustesse. La robustesse, ça veut dire parfois sortir de la logique tout simplement linéaire, de la logique du just in time, mais c'est plutôt aussi créer peut-être de la redondance. C'est se rapprocher aussi de ses clients dans des groupes qui sont sur plusieurs pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas empêcher en fait qu'on puisse aller produire ailleurs, mais c'est toujours produire au plus près de son client et en essayant aussi de limiter l'impact sur les ressources. Et ça veut dire aussi transformer son business model. Donc, quand je disais intégrer la circularité, intégrer l'éco-conception, ce sont en fait des éléments qui peuvent faire partie de ce chemin. C'est des outils pour moi qui s'intègrent dans cette démarche. Merci Laura. Peut-être Oui. en complément pour moi, ce qui différencie la question, c'est en quoi ça se distingue de la RSE, de l'économie circulaire, l'économie régénérative. C'est cette comment dire, on va essayer d'aller trouver un niveau de radicalité qui est autre, au sens comment on va agir à la racine des enjeux. Le mot radical, c'est la racine. Et donc, l'économie régénérative essaye de se poser sur la racine des problématiques qui sont liées au monde économique. Et du coup, comment les modèles économiques, donc la façon dont les entreprises et les organisations créent de la valeur, est parfois problématique et parfois bénéfique. Et donc, on va essayer de réduire tout ce qui est problématique et d'augmenter tout ce qui est bénéfique. Donc, c'est un paradigme qui est différent, c'est une ambition qui est différente. Voilà. Non, mais je pense que tout a été dit. La RSE, souvent, c'est une première étape. L'économie régénérative, pour moi, elle va plus loin que la RSE. L'économie circulaire, ça peut être une composante, effectivement, de la démarche globale. Et souvent, tout ça, c'est complémentaire. Donc, il n'y a pas d'opposition. Ce sont des approches complémentaires pour cet objectif long terme qui est la
régénération. Et effectivement, comme le disait Laura, c'est une vision et un objectif à long terme. On ne régénère pas en 2 ans de temps des écosystèmes. Donc, voilà pour la question, en tout cas sur la partie RSE. Merci. Donc, on est vraiment dans un objectif ultime, voilà, avec cette démarche. D'ailleurs, peut-être, oui. Céline, à la CEC, on parle de visée régénérative, c'est-à-dire que c'est un objectif, c'est un cap. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il puisse y avoir d'entreprises qui disent sincèrement et ancrées droit dans leurs bottes qu'ils ont un modèle économique entièrement régénératif. C'est un chemin. Oui. Faut le voir comme un chemin. Voilà. Merci pour la précision. Justement, le chemin paraît vraiment ardu et l'ambition très très forte. Et est-ce que finalement, c'est pas un peu une utopie d'imaginer qu'un jour nos entreprises, et puis pas que nos organisations globalement, et nous tous d'ailleurs, on soit que dans cette régénération, en tout cas inscrit dans cette démarche? Karine. Oui, alors pour le coup, pour donner un exemple, et la question, on se l'est posée parce que c'est très ambitieux de viser l'entreprise régénérative. Pour vous préciser un peu le contexte qui concerne Domanis. Donc Domanis, c'est le bailleur social du département de Lyon. On a une gouvernance composée principalement d'élus avec un fonctionnement d'entreprise puisqu'on est sur des salariés de droit privé et des enjeux propres. Et quand on a proposé cette vision de stratégique et qu'on a travaillé avec les élus sur le sujet, l'idée, c'était vraiment de raligner la stratégie de l'entreprise avec les enjeux du vivant, humain, climatique, biodiversité. Et ce n'est pas une utopie parce que pour nous, c'est une question stratégique et d'anticipation des enjeux de demain. Et c'est la seule réponse qu'on a trouvée aujourd'hui pour nous permettre à la fois de répondre à des enjeux réglementaires. On est soumis à un certain nombre d'enjeux réglementaires sur l'éradication des logements trop énergivores, par exemple, la décarbonation, etc. On a aussi des enjeux de paupérisation et de précarité énergétique auprès de nos locataires, qui sont souvent des personnes à revenus modestes et qui sont, ce que je disais souvent, nos locataires, la fin du monde, c'est pas leur souci, c'est plutôt la fin du mois, sauf que quand il y a des enjeux climatiques, c'est souvent les premiers touchés. Par exemple sur les hausses de prix d'énergie. C'est aussi pour répondre à des enjeux d'habitat adapté. On parlait d'adaptation du logement au-delà de avant la régénération. Aujourd'hui, avant on parlait de confort d'hiver, aujourd'hui on a aussi des enjeux de confort d'été. C'est pour répondre aussi aux besoins de lien social, qui est quand même un socle de notre mission, nous, d'intérêt général, et on voit que sans lien social, on a du mal à avancer. C'est aussi des enjeux de financement. Quand on est en avance sur ces sujets-là, on voit qu'on peut aller chercher des fonds qui ne sont pas aujourd'hui effectivement accessibles si vous n'êtes pas en avance sur ces enjeux-là. Et c'est pour répondre aussi aux enjeux planétaires, c'est-à-dire à donner du sens aussi à l'action qu'on mène au quotidien, d'anticiper l'avenir. Donc c'est vraiment une réponse stratégique. Et les entreprises qui aujourd'hui, entre autres, ont participé à la Convention des entreprises pour le climat, la réponse derrière, ce n'est pas une utopie, c'est un chemin qui est une réponse stratégique aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Peut-être si je peux rebondir, Céline. 2 choses. Donc, déjà, la première, c'est qu'on parle d'économie régénérative, on ne parle pas uniquement d'entreprise régénérative. Et ça me semble important d'inclure dans cette vision-là tous les acteurs économiques qui touchent de près ou loin à l'économie. À la CEC, on accueille des collectivités, on accueille des acteurs parapublics dans les mouvements parce que ce sont des acteurs de l'économie concrète et qu'ils ont aussi un intérêt, un besoin stratégique de se mettre sur ce chemin-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'avais envie de poser à ce stade, c'est que on a un intervenant à la CEC qui est un économiste qui est spécialisé sur les enjeux climatiques, entre autres, qui a une phrase un petit peu choc, mais qui revient souvent, c'est il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de part de marché dans un monde effondré. Ce que ça veut dire, c'est que nos systèmes, les systèmes sur lesquels notre économie repose, que ce soit les systèmes environnementaux ou les systèmes sociaux, toute notre économie repose dessus. S'ils sont fragilisés,
notre économie se casse la figure. C'est ce que Céline posait en introduction. Donc, en fait, c'est un enjeu business de premier plan et c'est un enjeu de survie d'un certain nombre d'entreprises. S'ils ne s'adaptent pas suffisamment vite, s'ils ne se mettent pas suffisamment dans une dynamique de transformation de leur modèle économique qui sera capable d'absorber les chocs, et d'ailleurs, on commence à en avoir des premiers soubresauts là en ce moment avec des chocs politiques, des chocs géopolitiques, des chocs, des tensions sur l'énergie, etc. En fait, ces entreprises vont simplement devoir mettre la clé sous la porte. Voilà. Donc c'est pour moi, en tout cas, tel que je le vois et tel que je suis nourri par un certain nombre d'experts, que ce soit des environnementalistes ou des économistes, oui, des économistes, c'est un enjeu de survie. Oui. Bon, je crois que c'est effectivement clair, c'est une question même de survie et d'économie, une question écologique, mais aussi d'économie, globalement. Et donc, Laura, je vous passe la main justement sur cet aspect-là et sur le fait qu'aujourd'hui, c'est plus un choix, en fait. C'est une vraie stratégie que les PME, entreprises, organisations doivent développer. Oui, tout à fait. En fait, lors de nos études, on s'est rendu compte, on a vraiment toujours essayé, je dirais, de mesurer la prise de conscience des dirigeants et après les actions. Prise de conscience, ça veut dire aussi l'information. Donc, dans la première étude, on s'était rendu compte qu'il y avait une vraie corrélation positive entre le niveau d'information sur ces sujets et puis l'action. Donc déjà, cette prise de conscience arrive avec l'information, on s'informe, on comprend les enjeux, on comprend l'urgence et on agit. Et la prise de conscience peut aussi venir quand on est directement impacté par un événement climatique, par exemple, et quand évidemment, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus conscients et qui ont parce qu'ils ont été impactés. Par exemple, quand on regarde le manque de neige, la majorité des répondants nous ont dit bon, on n'a aucune vulnérabilité. Vous allez interroger une entreprise en montagne ou même un producteur agricole en montagne, il va vous dire qu'au contraire, l'impact est très fort. Donc, il y a des impacts et ils commencent à se faire sentir. Et l'action, souvent, là aussi, quand il y a ceux on a aussi vu une corrélation entre ceux qui sont impactés et leurs actions. Le problème, c'est que souvent, on voit cet impact à long terme, mais on ne le voit pas aujourd'hui. La difficulté, c'est de pouvoir intégrer dans la démarche des actions dès aujourd'hui pour justement anticiper demain. Si on regarde, je pense que c'est la slide suivante. Voilà, si on regarde, on a fait avec notre direction de risque, on a essayé de mapper les entreprises qui étaient à risque selon différents risques, les risques climatiques. Là, il y a 2 exemples dans notre étude sur l'adaptation. Il y en a 2 de plus. Sachant que sur le risque d'inondation, on a quelque peu moins d'informations. C'est un peu plus difficile en fait à calculer parce qu'il y a aussi l'absorption des sols qui peut mitiger. Mais en tout cas, vous voyez par département, en fait, la couleur de nombre montre en fait le nombre d'entreprises qui sont touchées. Plus c'est rouge, plus il y a un nombre important d'entreprises qui sont touchées. Les entreprises font partie des collectivités, ça fait partie des territoires. Donc, si elles sont touchées, ça veut dire peut-être moins d'emplois et donc moins de génération de valeur aussi pour chaque département. Or, on voit que les risques de sécheresse augmentent. Les risques d'inondation, comme je disais, on aurait l'impression qu'elles diminuent, mais disons que cette carte, c'est à prendre voilà, d'un côté parce qu'il y a les sécheresses, mais aussi parce qu'il y a un peu moins de manque d'informations. Je n'ai pas mis les forêts, mais si vous regardez aussi plutôt que les forêts, le risque d'incendie augmente aussi. Donc il y a une vraie, et là on parle de 2030, c'est dans 5 ans.
Donc, c'est assez immédiat. Et pourtant, quand on regarde la perception du risque des entreprises, c'est la slide suivante, quand on regarde, je pense, quand on regarde la perception du risque, ah non, ça c'est la slide d'après. En tout cas, voilà, si on regarde la perception du risque des entrepreneurs, et ben pour eux, aujourd'hui, l'exposition est faible aux aléas climatiques. Mais en revanche, 2050, oui, 47%, c'est fort. Donc, voilà, là, on voit en fait, toute la problématique je dirais, de faire prendre conscience aux entrepreneurs, mais ça peut être aussi les collectivités que vous représentez, de l'urgence, en fait, les actions qui vont permettre, comme disait Brieux, en fait, de survivre à 2050. Il ne faut pas les mettre en place à 2050, il faut les mettre en place aujourd'hui. D'autant plus, en fait, si on revient en arrière, si on regarde l'exposition, effectivement, la fréquence, voilà. Non, celle d'après, juste sur les assurances. Voilà. Les tendances, en fait, qu'on voit, c'est une augmentation des coûts de sinistres liés aux aléas climatiques. On est allé regarder, les assureurs, c'est des grands prospectivistes, ils sont très forts pour analyser tout ce qui est tendance future. Donc, faut regarder les sites aussi des assureurs parce que c'est eux qui doivent voir, en fait, voilà, ils ont une vision très long terme. Et donc, certains assureurs commencent aussi à se dire que peut-être un aléa climatique qui est très récurrent, ça ne devient plus quelque chose lié à la catastrophe naturelle, mais ça peut être aussi répété. Et avec toutes les informations, les données que nous avons aujourd'hui, nous pouvons très bien cartographier, et l'ADEME le fait très bien, cartographier tous les risques qui sont associés aux inondations, aux sécheresses, mais aussi au sol. Et en fait, l'installation de certaines entreprises sur certains territoires, tout en ayant conscience, voilà, des risques qui sont liés, peut-être à long terme amener en fait les assureurs. On a l'exemple en Californie, il y a plein d'assureurs qui sont partis de la Californie parce que à cause des feux de forêt qu'il y a en Californie. Donc ce n'est plus quelque chose de aléatoire, en tout cas de quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de récurrent et donc je n'assure plus. Et cela, pour le moment, on n'est pas, d'ailleurs, on n'est pas encore, les entreprises ne sont pas assurées sur un manquement d'un fournisseur et sur certains impacts en fait qu'il peut y avoir sur leur chaîne de production et qui ne les impactent peut-être pas directement dans la production elle-même, mais sont toute la chaîne de production. Donc, on voit qu'il y a une urgence et pourtant, cette prise de conscience est encore un peu, elle tarde un peu à venir. Alors, Ouais. justement, sur la prise de conscience, puisque voilà, vous avez mené des études justement sur savoir comment les dirigeants s'appropriaient ça et si vraiment ils se préparaient à Oui, ça. tout à fait. En fait, ça, ce qui est intéressant, c'est que ils sont beaucoup plus au fait de l'atténuation parce qu'on les a, je dirais, bombardés d'informations et presque culpabilisation sur voilà les émissions, le fait qu'il faut réduire, atténuer. Et donc là, en fait, il y a une vraie prise de conscience sur la partie atténuation. Et il y en a beaucoup moins en fait sur la partie adaptation. Donc donc il y a eu une prise de conscience. Encore une fois, et la prise de conscience, moi je trouve que c'est intéressant quand on commence à l'intégrer dans la stratégie. Donc les sujets en fait climatiques, environnementaux commencent à être suivis au niveau de la stratégie. Il commence à y avoir une personne qui incarne. Quand on parle de premières actions, souvent nous ce qu'on conseille tout simplement. Mais c'est un gros pas pour une TPE-PME, c'est d'avoir une personne qui, partiellement ou totalement, s'occupe de ces sujets au sein d'une entreprise. Ça paraît banal, ce ne l'est pas du tout sur une TPE qui fait moins de 10 personnes, qui a moins de 10 personnes. Donc, déjà, un premier pas, c'est s'il y a une personne qui s'occupe. Ça peut être un stagiaire au départ, un alternant, mais qui commence à incarner, en fait, ces sujets au sein de l'entreprise. C'est un grand premier pas et c'est le premier pas qu'en fait, qu'on suggère. Et ensuite,
ensuite, on voit les actions. Il y a une prise de conscience, mais il y a aussi une modification des actions sur la partie atténuation. Donc l'éco-conception, on parlait voilà, de circularité, éco-conception. L'éco-conception et le choix des fournisseurs sur des bases environnementales commencent à être faits par les PME et les ETI en France. Donc c'est déjà un grand pas. En 2019, quand on a posé la question, l'éco-conception, ça venait tout en bas. On changeait les ampoules. Voilà, on mettait la ruche et on changeait les ampoules. Voilà. Fini les actions d'atténuation. Aujourd'hui, on a une réflexion un peu plus qui va plus loin. Il y a évidemment un effet de taille. Là, on a mis toutes les PME ETI, il y a un effet de taille. Les ETI sont un peu plus engagés, mais aussi parce qu'ils ont des contraintes réglementaires. Mais il y a une vraie évolution. Sur l'adaptation, au contraire, on a vu que ce sujet était moins traité. Donc maintenant, il y a une action aussi publique qui est faite et qui est suivie. Donc l'action sera renforcée. Mais au niveau effectivement d'atténuation, il commence à y avoir cette vraie prise de conscience qui est suivie par des actions concrètes, je dirais. Et donc, la slide suivante, ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qui fait évoluer justement qu'elle a plus d'effet. Et je demanderai à Karine Abrieux de réagir sur cette slide que je trouve très intéressante, parce qu'il y a beaucoup de questions de conviction personnelle, en fait, des dirigeants. Oui. Alors oui, on le lit pas, mais donc en 2023, l'évolution, c'était l'évolution de la conscience personnelle. La deuxième, c'était l'augmentation des prix de l'énergie. Évidemment, en 2023, on était derrière, suite à la crise en Ukraine, et c'est une question effectivement qui était très importante. Sinon, il faudrait réduire la taille, je pense. Et à droite, on vous a donné, j'aime beaucoup en fait mettre la répartition par secteur. En 2019, du coup, on avait identifié, en fait, on avait posé la question pourquoi vous agissez, tout simplement. Et il y en a certains qui le font vraiment par conviction, mais on va voir que cette conviction, par exemple, est un peu plus forte dans l'agriculture parce qu'ils sont directement impactés. Et dans les transports, on va voir plutôt les contraintes. Tous ceux qui étaient contraintes entre voiture thermique, électrification, et donc ces raisons changent aussi. Je n'ai pas le détail malheureusement pour le 2023, mais ces raisons changent aussi par les différentes typologie de secteur. Moi, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait des opportunistes. C'est-à-dire que, en fait, la transition, mais je pense qu'on reviendra plus tard aussi, ce n'est pas seulement une contrainte, c'est vraiment aussi une source d'évolution business et d'innovation. Et ça peut être aussi pour les collectivités. Là, on parle d'entreprise, mais ça peut l'être aussi pour les collectivités. C'est aussi les opportunistes le font aussi parce que ça donne des opportunités d'évolution, de diversification aussi de leurs activités. Oui, justement. Alors, Karine Brieux, sur cette question. Alors, déjà, par l'expérience que vous avez, effectivement, ce côté, c'est la sensibilité personnelle qui va l'emporter et d'abord, en premier lieu, convaincre là-dessus. Et sur les opportunités que ça crée aussi. Est-ce que la sensibilité personnelle qui met en action, moi je sens une vraie grosse évolution depuis quelques années à ce sujet-là. Effectivement, il y a 2 ans, on attirait à la CEC uniquement des dirigeants qui étaient, disons, les plus convaincus ou ceux qui sont les premiers de cordée ou ceux qui sont déjà un peu en mouvement en fait. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui parce que le contexte change, parce que le contexte évolue, et que les pressions sur les entreprises augmentent. Et donc, on voit bien sur le graphe de Laura, l'augmentation des matières premières, c'est une conséquence directe des bouleversements écologiques auxquels on fait face. Et donc, c'est un sujet qui monte en pointe, quoi. Ça, c'est vraiment le premier point. Et sur ce que partageait Laura sur l'innovation, moi, ce que j'observe avec plutôt de la joie d'ailleurs, c'est que les dirigeants qu'on accompagne à la CEC retrouvent une forme de pouvoir d'agir, dans le sens où c'est un terrain de jeu pour eux, d'aller explorer un nouveau champ. Ils retrouvent un peu leur âme entrepreneuriale. Et en fait, c'est assez joyeux, c'est assez enthousiasmant comme chemin, parce que on est dans un système qui est contraint, on est obligé de réinventer des choses, par exemple, se poser la question de comment
plutôt que de faire du volume au maximum avec un modèle économique qui fonctionne parce qu'il y a du volume et qui, du coup, par définition, va extraire des ressources qui sont, elles, finies, donc le modèle n'est par définition pas régénératif, on se met dans un mode qui est serviciel, par exemple. Donc, on fait du service, on loue du matériel. Et en fait, c'est hyper intéressant de se reposer ces questions-là. Ça oblige à faire des accords, à se mettre en lien avec ses parties prenantes, avec ses fournisseurs, avec ses clients. C'est des rapports qui évoluent, qui se tendent à s'équilibrer aussi. On est peut-être moins dans un rapport de force ou pyramidal. Quand on se rend dans ce genre de dynamique, on est dans des rapports qui sont plutôt de coopération. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ça permet de ouais, c'est un chemin qui est assez enthousiasmant, quoi. Enfin, je sais pas comment tu le vis, toi, Karine, tu peux peut-être en parler. Oui, pour compléter, effectivement, dans la prise de conscience, je pense qu'il manque, enfin, aujourd'hui, il manque encore beaucoup de pédagogie sur le sujet, malgré tout. Et en fait, pour vous donner juste mon retour de participation à la CEC, la première session est vraiment destinée à bien comprendre le monde d'après. Et ça faisait 10 ans que je travaillais sur la RSE. Je pensais déjà maîtriser un certain nombre de sujets et avoir conscience des enjeux. J'y suis allée au départ par conviction en me disant c'est quelque chose qu'on doit faire pour être présent encore demain en termes de stratégie. Sauf que effectivement, j'ai quand même pris une claque en me disant bon, finalement, c'est bien plus grave que ce que je pensais. Et il y a vraiment un enjeu de pédagogie. Alors, vous passez par la phase, on va dire, ce que l'on appelle la théorie du U. Au début, c'est vous prenez un peu les éléments de plein fouet. Et en fait, comme disait Brieux, finalement, vous entrevoyez des possibilités que vous n'aviez pas envisagées. Des possibilités, on en reparlera après aussi, de coopération, de travail collectif sur un certain nombre de sujets et qui créent de la valeur au-delà de ce que vous auriez pu faire tout seul. Donc, il y a vraiment cet enjeu de prendre conscience pour pouvoir derrière avoir la bonne réaction et créer, imaginer, innover. Et quand je dis innover, c'est pas toujours de la recherche et développement, hein, c'est comment on fait les choses autrement, parce qu'on est dans un monde qui est en train de changer de manière assez radicale et il faut avoir un autre logiciel, entre guillemets, de réflexion pour pouvoir s'adapter. Merci Karine. Effectivement, on va passer à la suite pour voir justement comment on fait atterrir tout ça concrètement dans les entreprises et les organisations. N'hésitez pas voilà, à poser vos questions. Soit on peut les traiter au fil de l'eau selon ou à la fin, Thomas gère, je crois, il nous dira ça. Alors, les traiter au fil de l'eau, c'est vous qui gérez en termes d'animation. Moi, je les traite pas au fil de l'eau. J'invite plutôt les gens à les mettre sur l'onglet questions-réponses, comme ça, vous pourrez y répondre à la fin. Moi, je vois qu'on a une question sur quelle démarche adopter pour un gestionnaire de patrimoine. On y reviendra à la fin parce qu'effectivement, Karine connaît bien ça, la gestion d'un patrimoine, qui n'est pas les lycées, mais voilà, de l'habitat. Donc oui, on reviendra à la fin. Et pour l'instant, on va vous illustrer justement, concrètement, donc en commençant avec Laura. Qui accompagne, voilà, la BPI qui a accompagné des démarches en vrai, dans la vraie vie, comment ça se passe, avec 2 cas pratiques. Laura, je vous cède la parole. Voilà. Oui, alors, on accompagne des entreprises, mais là, on a plutôt, des exemples que je vais vous présenter, c'est plutôt des exemples qui inspirent nos entreprises clientes, je dirais. Alors, certains sont nos clients, mais pas tous. Justement, c'est un peu notre logique, c'est de ne pas aller voir uniquement des clients BPI France. On est beaucoup plus large, éventuellement, parfois ça arrive qu'ils deviennent clients après, mais on était plutôt allé à la chasse, je dirais, d'exemples parlants et concrets. Et Diam, ça fait partie en fait de ces exemples qu'on trouvait vraiment extraordinaires. Diam donc fait partie de ce cycle de 4 études de cas que nous avons fait en coopération avec la CEC et Lumia. Et qui donc décrivent ces démarches d'entreprises qui se sont lancées dans cette visée régénérative. Et
Diam, je l'aime beaucoup. Peut-être parce que c'était le premier que nous avions fait ensemble avec la CEC et Lumia. Mais ce que je trouve intéressant dans le cas Diam, c'est une ETI. Donc 3300 collaborateurs à peu près. Ils sont des sites de production dans plusieurs pays et surtout ils ont un actionnariat et pour moi c'est vraiment très important d'un point de vue banquier, c'est quand même hyper intéressant, c'est qu'ils sont sous LBO, donc un leverage buyout et donc leurs actionnaires c'est des fonds. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on n'est pas des... Voilà, Moi, je ne sais ils pas ont ce que des c'est. actionnaires qui sont des fonds d'investissement. D'accord. Et les fonds d'investissement, ils ont des logiques normalement de 5 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, ils essayent de revendre leur part pour pouvoir faire faire une plus-value, Oui. des multiples, voilà, on parle de multiples de 2, de 3. Donc ça veut dire que c'est une logique déjà court terme. Oui. On a parlé tout à l'heure de logique long terme dans le cadre de la régénération, et donc avec des attentes derrière. Donc imaginez-vous la proposition de visée régénérative avec des objectifs de diminution de CO2 à 2030, 2040, 2050. Déjà, ça, dans une logique plutôt fond, moi, je trouve ça très intéressant. Et pourtant, ils se sont lancés. Donc, Diam, qu'est-ce qu'il fait? Ils fabriquent en fait des présentoirs. Et là aussi, qu'est-ce qu'ils font? Leur cœur de métier, c'est ce que vous pouvez trouver presque de plus superflu au monde, c'est-à-dire ils font des présentoirs pour des produits parfums, etc., pour les grandes marques Chanel, mais aussi au sein des Sephora, etc., et compagnie. Donc, des présentoirs pour des parfums. Qu'on Donc, imagine là beaucoup aussi, en plastique, les présentoirs en hein, plus. pardon? On les imagine beaucoup en plastique en plus, les Alors, ils présentoirs, non? utilisent du MDF, donc c'est du D'accord. préfabriqué composite parce que c'est léger, modulable et en fait, c'est celui qui est plus de mauvais parce qu'il est irrecyclable. On ne peut pas le recycler. Donc voilà, déjà, le cœur de métier, c'est un métier assez un peu superficiel, moi je dis, parce que voilà, c'est un présentoir. C'est quelque chose qui n'arrive presque pas à se recycler, etc. Et donc, comment intégrer cette visée régénérative dans un business model comme ça? Moi, je trouvais hyper intéressant. Donc, ils ont voilà, ils sont mis des objectifs d'un point de vue climatique, donc de réduction de leur CO2. Ils ont des ambitions donc régénératives d'un point de vue de la matière. Leur présentoir, donc, ils essayent de les faire évoluer vers plutôt de la matière bois compatible qui soit recyclable derrière, mais aussi avec des produits, parce que le MDF, en fait, c'est aussi, il y a des colles, il y a il y a vraiment aussi des entrants qui sont vraiment très nocifs pour la nature. Donc là, ils ont déjà fait le switch vers le passage vers des matériaux qui soient compatibles en fait avec la nature, donc qui soient avec des résines et des vernis qui sont compatibles avec la nature. Et puis ils ont proposé, et là vous voyez un peu le schéma. Actuellement, c'est une logique, ce qu'ils ont, c'est une logique linéaire. Donc, Brian en parlait tout à l'heure, passer vers des services, des logiques servicielles, ça veut dire quoi? Donc là, actuellement, il crée le présentoir, il le dépose dans le magasin, grand magasin, et après, à la fin, hop, on le prend, on le jette. Et cela suit, c'est des circuits courts, c'est assez court, hein, c'est un an et demi maximum. Après, on le change. Donc l'exemple en fait serviciel, ça veut dire quoi? En fait, ils essayent donc vous voyez en fait, donc, quand on dit intégrer la complexité, vous le voyez dans le schéma en dessous. Donc le schéma en dessous, c'est la visée. Ce qu'ils essaient de faire, c'est une économie servicielle, c'est-à-dire je ne vends plus mon présentoir, mais je vais en fait vous le louer pour que vous vous affichiez une publicité dessus. Et donc je vais le réutiliser mon présentoir. Je ne vais le pas utiliser une fois, je vais l'utiliser plusieurs fois. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et après, c'est aussi toute la partie révalorisation énergétique. Donc je peux le vendre aussi pour pouvoir produire de l'énergie. Je peux aussi le réutiliser, le recycler. Pour le moment, ils ont essayé de lancer ce service et il n'est pas encore rentable, mais parce que les clients ne veulent pas prendre en charge cette partie de valeur, en fait, cette partie de service.
Et après, ils ont fait quelque chose aussi que je trouve très intéressant, c'est d'essayer d'analyser tout le cycle de vie que vous voyez dans ce schéma des présentoirs avec leurs parties prenantes. Donc, on parlait de l'importance de l'écosystème. En fait, dans la visée régénérative, ce que j'ai retenu, mais même dans n'importe, je pense, démarche de transition écologique, c'est vraiment le fait de ne pas essayer de faire tout seul. Parce que, surtout quand on est l'exemple de Diam, là aussi, ils sont entre les grands groupes, Chanel et compagnie, Chanel, je dis Chanel, mais ça peut être Dior, etc. Les grands groupes qui font des parfums, etc. Les établissements, donc ça peut être des grands supermarchés, grands magasins, etc. Et eux. Et ils sont absolument au milieu de cette chaîne de valeur dans laquelle, en fait, chacun essaye de prendre des marges sur leur production. Donc, on ne peut pas faire tout seul. Donc, Diam, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont mis autour de la table tout l'écosystème dans la chaîne, les grands groupes, les fournisseurs, les magasins. Les grands magasins, ils ont aussi des enjeux, par exemple, de réduction d'énergie. Ils ont aussi des objectifs d'affichage. Ils font des actions pour l'environnement et des actions d'atténuation. Donc, ils les ont mis tous autour de la table. Ils ont créé une association pour essayer d'avoir aussi une évaluation commune du cycle de vie, en fait, de ces présentoirs et pour essayer de voir là où tout ce cycle de vie pouvait apporter en fait déjà une atténuation de l'impact et après créer aussi de la valeur à la fois pour les parties prenantes et aussi pour la nature. Donc en fait, les mettre tout autour de la table, ça a permis aussi d'avoir une démarche commune et aussi de partager. C'est des risques quand même assez importants pour une entreprise. Donc ça, c'est l'exemple de Diam. Et après, j'ai l'exemple, et ce n'est pas c'est un exemple plutôt que je voulais vous donner pour montrer qu'est-ce que ça veut dire changer un business model. D'ailleurs, le groupe Bordet, il est en Bourgogne. Et en fait, le groupe Bordet, historiquement, produisait du charbon pour brûler et créer de la chaleur. Ça a été repris en 2016, je pense 2014-2016, par un nouveau dirigeant. Qui a décidé en fait de transformer cette entreprise de pollueur net, je dirais, à plutôt impact positif net. Ce n'est pas une démarche régénérative proprement dite, mais cette transformation business model est en partie ce qu'on peut faire dès qu'on comprend quels sont les enjeux. Donc, il s'est rendu compte que son produit pouvait aussi devenir un produit qui captait du CO2 plutôt que plutôt que d'en produire. Et donc, il a créé du charbon végétal actif qui sert en fait à capter dans le sol, mais aussi pour les vaches. Ils ont créé ce charbon pour diminuer le méthane. Là, pour le coup, c'est pas le CO2, mais c'est le méthane. Mais pour enlever en fait le méthane de l'atmosphère. Et ça, je trouve ce changement très intéressant. Et comment ils ont fait, c'est la slide suivante. Et on revient en fait un peu au principe qu'on peut voir dans la visée régénérative. C'est-à-dire que il faut en fait pour faire ça, il faut avoir une vision plutôt systémique. Donc, il faut intégrer dans une vision et une feuille de route à 3-4 ans cet objectif. En fait, je vais en fait vers une vision plutôt positive sur la nature que négative. Donc, il a aussi intégré un comité stratégique pour essayer, dans son comité stratégique, un ex-dirigeant d'Engie, par exemple, pour essayer de voir quels sont tous les impacts sur l'énergie, et un chercheur, un PhD sur les matériaux carbonés. Il a aussi pris de ressources humaines pour ce faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça si on n'englobe pas aussi l'entreprise et on peut pas en fait le faire si on ne repose pas sur ses propres ressources humaines. Et aussi beaucoup d'innovation. Donc, ça ne veut pas dire, c'est ça aussi qu'on essaie de montrer que cette démarche peut aussi amener beaucoup d'innovation. Mais c'est ce que Brio disait, en fait, c'est un challenge, comment je vais y répondre. Et on peut avoir, en fait, de l'innovation, mais pour faire de l'innovation, il y a différents moyens. Le groupe Bordet, par exemple, il a fait des partenariats avec le CNRS et l'INRAE pour essayer de voir, voilà, comment faire évoluer, s'appuyer aussi sur la recherche pour faire évoluer son business model. Voilà, je m'arrête là. Comme Et ça, le groupe Bordet, c'est quelle taille d'entreprise?
Alors, c'est une entreprise industrielle. Je pense que c'est dans la slide derrière. Je ne vais pas dire de bêtises. Dans la slide d'avant. Ah, ils sont 30 personnes. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, voilà. On essaie aussi de prendre toujours des exemples d'entreprises qui sont aussi des vraies PME. Là, pour le coup, c'est une petite PME. Diam, c'était une ETI. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de tous les problèmes de production en Inde, etc. Ils ont aussi des vraies problématiques là-dessus. Voilà, le groupe Bordé, c'est une PME. Ok, merci. Alors, on va passer au témoignage suivant avec Karine Ebrieux sur justement dans Lyon et Domanis, le projet de régénération. Karine, je vous passe la main. Oui, avant de basculer directement dans le tonnerrois, juste redonner un peu le cadre. Donc, on a une nouvelle stratégie d'entreprise à horizon 2030, mais comme on disait tout à l'heure, c'est une vision et un chemin sur lequel on s'est engagé qui s'appelle Domanis Régénération 2030. Et on a 5 axes dans cette stratégie. Un axe sur la décarbonation de la production et de l'utilisation de nos logements, ça fait partie de notre cœur de métier. Un axe sur la transition écologique et on intègre le vivant dans nos critères de décision stratégique d'entreprise. C'est une partie prenante, le vivant, aujourd'hui, dans notre stratégie. Un troisième axe qui s'attache à développer les liens pour favoriser le bien-être humain, les nouveaux comportements vertueux, c'est comment on accompagne nos locataires, nos clients, nos équipes sur des changements de comportement pour aussi sensibiliser sur tous ces sujets. Un quatrième axe sur lequel on va revenir de manière très concrète, qui est développer notre coopération territoriale à visée régénérative. On expliquera ça juste après. Donc, c'est pour vous dire que l'action qu'on va vous présenter, ça fait partie d'une action du quatrième axe de notre stratégie. Et un cinquième axe qui est l'engagement de nos collaborateurs et de notre premier cercle de parties prenantes dans ces sujets, puisque quand on veut transformer les choses, c'est un travail collectif. Il nous faut une force collective. Donc voilà, c'était pour redonner un peu dans quel contexte se situer. D'ailleurs, c'est important Oui. effectivement de le rappeler que ça fait partie d'une stratégie globale, voilà, de Domanis qui a été adoptée récemment. En plus, cette stratégie, il me semble, Karine. Et oui. comment vous avez impulsé ça dans l'organisation, convaincu les élus, parce que c'est des élus des départements qui siègent, je crois, la gouvernance. Est-ce que ça a été difficile justement de passer parce que là on passe un cap quand même quand on parle de régénération, on n'est plus simplement dans du verdissement, on va dire. Donc, est-ce que ce serait intéressant que vous nous racontiez un peu le cheminement et comment Domanis aujourd'hui, vous êtes un peu avant-gardiste dans cette Pionnier, stratégie. on dit à la CEC, Pionnier, on est un peu pionnier sur le sujet, mais on espère ne pas le rester trop longtemps. Oui, effectivement, quand on a suivi la CEC, en fait, quand vous suivez le parcours de la CEC, vous avez le dirigeant et un Planet Champion, c'est-à-dire qu'il vient avec un de ses collaborateurs pour aussi travailler la stratégie, mais c'est pas à deux qu'on va révolutionner et faire bouger les lignes. Donc derrière, la question, c'était comment on embarque à la fois nos équipes en interne, il y a 150 collaborateurs chez Domanis, avec des profils métiers. Vous avez des personnes qui sont vraiment sur le terrain en tant qu'ouvriers professionnels, entretien des bâtiments, etc. Et puis, vous avez aussi des personnes au siège qui sont plutôt sur des missions support. Donc voilà, pour vous dire, on a un panel de salariés assez large. Comment on embarque les salariés dans cet objectif? Et avant ça, moi, avant de pouvoir travailler en interne, j'avais besoin de la validation de mon conseil d'administration, puisque c'est le conseil d'administration qui valide la politique générale et la stratégie. Et donc, pour travailler avec eux sur le sujet, on les a impliqués dans des ateliers aussi de réflexion stratégique. Très clairement, on est parti sur des choses très pragmatiques. C'est comment on anticipe ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est pas réveiller un matin en disant maintenant on va décider de faire de l'écologie. Non, en fait, c'est vraiment d'être très pragmatique sur des enjeux humains, financiers, économiques, d'adaptation pour être prêt demain. Et on a travaillé sur ces sujets-là. Et j'ai envie de dire, pas étonnamment, parce que malgré tout, aussi, à la fin, on était ravis que tout le monde soit OK. Et en fait, c'est devenu une évidence.
c'est de se dire, bah oui, le chemin, il est peut-être long, mais il faut vraiment qu'on aille vers ça pour être prêt pour demain. Je pense que ça donnait envie aussi aux élus de creuser cette piste-là. Et on a eu un vote à l'unanimité sur cette nouvelle stratégie qui est quand même très ambitieuse parce que ça leur est paru comme une évidence de suivre ce chemin qui va être un peu sinueux par moment, mais voilà. Donc, effectivement, on a eu le go du conseil d'administration en disant oui, il faut qu'on aille vers cette stratégie. Pour donner un exemple hyper concret, hein, le coût de l'énergie, c'est quelque chose que tout le monde a subi à un moment donné. Parce que effectivement, contexte mondial, parce que malgré tout, demain, il y a aussi des enjeux de réduction des énergies disponibles pour notre consommation qui est très poussée sur ce sujet-là. C'est comment on anticipe ces sujets-là pour faire en sorte que nos locataires aient le moins d'énergie possible à payer. Et la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, comment on fait pour travailler sur un logement qui, demain, nécessite que très peu de consommation d'énergie. Donc voilà, c'est des choses très pratico-pratiques. Donc c'est comme ça effectivement qu'on a réussi à embarquer aussi les élus sur ce sujet-là. Et puis ça donne envie aussi, vous allez le voir sur l'exemple qui va suivre, sur le projet de coopération, ben, quelque part ça donne envie de faire partie des échanges qu'on met en place. Donc voilà, c'est d'expliquer à quoi ça sert, comment c'est bien d'anticiper, et de l'autre côté, donner envie, c'est pas le punitif fonctionne quand même très rarement sur le long terme. Donc, c'est comment on a cette envie de faire bouger les lignes et de faire autrement avec quelque chose de beaucoup plus positif, impactant, qui donne du sens. Et aussi, un point important, parce que alors dans certains départements de la région, on a quand même du mal à recruter. Et malgré tout, de proposer une stratégie ambitieuse, ça donne du sens à l'action et pour le coup, parfois on arrive à attirer des talents qu'on n'aurait pas attirés si on n'avait pas eu cette stratégie. Voilà, c'est le petit aparté. Merci. Alors justement, on en vient à l'illustration. Alors je me laisse guider, vous me dites pour les slides. Je passe à la suivante, je suppose. Peut-être Brieux. Ouais, je peux prendre. Brieux, oui. Donc en parallèle de la CEC, avec un certain nombre d'entreprises qui ont participé à ce parcours, on s'est retrouvé à l'initiative de ces entreprises d'ailleurs, en se disant est-ce que, comment on a des actions concrètes à visée régénérative sur notre territoire en coopération. Et pour les citer, il y a 3 entreprises en particulier qui se sont mobilisées là-dessus. L'entreprise d'Omanis, Karine a présenté, une entreprise qui fabrique des couvertures, enfin des couettes et des oreillers qui est basée à Tonnerre, et puis une entreprise qui s'appelle les Pépinières Naudet qui fait des pépiniéristes. Et une devait compenser des enjeux de carbone, l'autre avait du foncier disponible de ces Omanis, et une troisième pouvait faire des plantations. Et en fait, on s'est dit, mais voilà, il y a eu une espèce de conjonction. Comment ces 3 acteurs qui ont des intérêts convergents peuvent travailler à l'échelle locale en lien avec d'autres acteurs de l'écosystème pour mettre en place un certain nombre de choses. Et donc, il y a un premier projet qui a commencé à se mettre en place à Tonnerre, un projet de revégétalisation d'un quartier en lien avec la mairie, en lien avec le département, en lien avec les acteurs associatifs et sociaux du territoire, qui est très concret, qui va bénéficier aux 3 entreprises comme aux acteurs publics et comme aux associations, et qui est en train de voir le jour. Là, les plantations devraient se lancer cet hiver si tout se passe bien. Peut-être, du coup, dans les diapos qui suivent. C'est pas tout à fait dans ce ordre-là, mais vas-y, Ouais. tu veux prendre, Karine? Après, effectivement, là, donc c'est une expérimentation, hein, cette action, peut-être parce que par rapport aux diapos qui sont affichés, on est sur quelque chose de plus général qui va au-delà de je dirais, l'expérimentation propre à Tonnerre. Peut-être Brieux redonner aussi sur quoi on a réfléchi au-delà. C'est une étape, une première action d'un projet plus global. Voilà. Donc, c'est une première action d'un projet plus global qui a pour objectif d'impulser une dynamique collective à l'échelle de Lyon et notamment de son bassin versant. Pourquoi son bassin versant? C'est parce que
comme on le disait tout à l'heure, l'économie est ancrée dans le vivant. Donc, si on commence à se poser dans des frontières qui sont les limites administratives, déjà, on se limite à des choses qui dépassent le cadre du vivant. Alors que si on s'inscrit dès le début dans un territoire qui est cohérent d'un point de vue du vivant, on est dans une démarche qui est beaucoup plus cohérente parce que les acteurs qui partagent ce commun ont des intérêts qui sont ancrés dans sur le même patrimoine vivant, en quelque sorte. Donc, on a réuni un certain nombre d'acteurs autour d'un certain nombre de principes qui sont à l'écran. Comment on préserve le capital naturel et le capital humain comme priorité, les limites planétaires qu'a partagé Laura tout à l'heure comme guide de décision, la coopération, l'innovation, au-delà de réduction des impacts négatifs et génération de contributions positives. Voilà, donc ça, c'est un peu les grands principes. Et on est en train de mettre en place un certain nombre de projets qui verront peut-être le jour et en tout cas qui verront peut-être aboutir ce qu'on pense être un projet de coopération qui dépasse les intérêts individuels de chacune des organisations, des entreprises, des acteurs publics qu'on mobilise pour aller vers un projet de territoire soutenu par un véhicule qui pourrait être potentiellement une fondation territoriale, on pourra en reparler avec Karine un peu plus tard, pour financer, accompagner et développer des projets à visée régénérative sur le territoire. Et donc ça dépasse le cadre purement des entreprises accompagnées ou des collectivités, mais c'est d'être un peu un tiers de confiance, financeur et animateur de dynamiques territoriales à visée régénérative sur notre territoire. Donc ça, c'est Donc, on est parti de la CEC Ouais. avec des entreprises qui se rencontrent et qui ont envie de faire des choses en commun, avec Domanis qui monte en maturité, qui adopte une stratégie globale, etc. Une première action que vous allez nous présenter. Et là, ça vous a donné des idées et des ailes pour aller plus loin de ce que je comprends, pour imaginer comment sur le territoire on travaille cette question-là globalement et qu'on en fait un territoire à visée régénérative, pionnier. C'est un peu ça l'idée. Derrière, on retrouve les mêmes acteurs, j'imagine, donc les entreprises qui étaient à la CEC, mais l'idée, c'est d'embarquer plus largement les collectivités, les associations, les habitants, qui sait, etc. D'accord. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une association GenAct? C'est ça, ce qui est présenté là? GenAct, c'est un mouvement qui est national, qui est qui vit en parallèle de l'association de la CEC, c'est une autre association, et qui a pour vocation d'être un centre de ressources pour toutes les personnes qui sont pas forcément des décideurs économiques, mais qui sont comme à la CEC, toutes les personnes qui veulent se former ou mettre en place des projets autour de la régénération. Et donc, ça s'adresse à des individus comme vous et moi, à qui cette ambition parle et qui ont envie de se nourrir de contenu, d'exemples et puis d'actions. Voilà. Et donc, GenAct, derrière, se déploie sur les territoires via des groupes locaux de personnes qui se retrouvent autour de ces principes fondateurs qui sont à l'écran pour mettre en place des actions locales à visée régénérative en mettant autour de la table des acteurs privés, des acteurs publics, des acteurs de la société civile, dans le même esprit que tout ce qu'on vient de se raconter depuis une heure. D'accord, merci. Donc on passe à l'illustration concrète en tout cas. Oui. Alors, on y arrive? Donc, c'est un projet au départ, c'est un projet de revégétalisation de 2 terrains qui se situent sur le quartier des Préaux. Donc, c'est un quartier principalement de logements Domanis. 2 terrains dont dispose Domanis sur lesquels on a démoli des bâtiments et qui sont des zones, on va dire, plutôt en friche. Voilà. Et donc, on souhaitait effectivement travailler sur recréer des lieux de vie sur ce quartier. Et ce que disait Brieux, c'est un premier échange, si on va sur la diapo d'après. C'est des premiers échanges, on va dire, entre la compagnie Dumas, Domanis et Pépinière Naudet qui ont initié la démarche.
L'ambition de ce projet, c'est vraiment de travailler la coopération territoriale et pas uniquement les 3 entreprises qui se sont dit, tiens, on va essayer de faire un truc. C'est de mobiliser aussi un certain nombre d'autres acteurs économiques, institutionnels, associatifs, locaux. Avec une ambition qui va au-delà de la revégétalisation, puisqu'on est aujourd'hui sur des ambitions d'insertion professionnelle, de recréation ou de production, on va dire, de liens sociaux, des enjeux aussi à terme d'alimentation. Donc, ça va bien plus loin, mais on va le voir effectivement sur la suite. Dans les porteurs du projet, au-delà de Domanis, Compagnie du Map et Pinière-Naudet, aujourd'hui, autour de la table, on a aussi la ville de Tonnerre, le département de Lyon, le CCAS aussi de la ville de Tonnerre et l'association Pierre, Paul et compagnie, qui est une régie de territoire. Et bien sûr, les habitants aussi qui sont mobilisés, qui font partie des parties prenantes. Donc, on vise 3 impacts. C'est pour ça, on va planter des arbres, mais pas que. On a des impacts sociaux qui sont visés avec des enjeux de réinsertion professionnelle, de promouvoir aussi un certain nombre d'activités manuelles et nourricières comme levier d'employabilité liées aux plantations. Et vous le verrez, on est plutôt sur des plantations nourricières, puisque ça sert aussi la partie alimentation. On a des enjeux de réduction aussi de charges locatives, parce que l'idée, c'est de planter des terrains qui demandent très peu d'entretien derrière et éviter la tonte, etc. Donc, moins de charges pour les locataires. Des enjeux de confort d'été, la meilleure clim, c'est quand même l'arbre, on n'a pas inventé mieux. Et en fait, le fait d'avoir des terrains boisés, on crée des îlots de fraîcheur sur le quartier. Donc, ça contribue aussi à l'adaptation au-delà de l'enjeu social en fait, de l'habitat. Du stockage de carbone, bien évidemment, si on plante, de renforcer aussi la biodiversité, puisque si on a choisi effectivement les bonnes espèces, etc., on travaille sur cet enjeu-là. Par rapport à l'enjeu climatique aussi, là, il y a une plantation de haies aussi, on y reviendra après, parce que j'ai vu une question sur l'adaptation du parc. Voilà, des enjeux aussi territoriaux. On crée du lien avec les entreprises locales, des synergies aussi. Et on crée aussi un peu d'attractivité sur une image de quartier qui n'est pas forcément top, mais derrière, c'est comment on met en avant une démarche positive sur ce quartier. Donc, avec l'implication des habitants, c'est un point indispensable, sinon ça ne marchera pas. Donc, si on avance peut-être de manière... Alors, c'est un projet qui est en 2 phases, que je disais, un projet plutôt de plantation pour démarrer, et ensuite d'aller un peu plus loin, parce qu'il y a la Régie de territoire qui travaille aussi sur ce sujet-là, sur l'alimentation locale et l'insertion professionnelle. On va peut-être aller à la suite. Voilà, pour vous donner les étapes du projet et où on en est, pour bien comprendre, parce que c'est un projet et on a quelques enseignements. La coopération, c'est pas inné, ça se construit dans le temps. Ce que disait Brieux, une première discussion, on a une idée qui germe, on va essayer de faire un truc. Donc la coopération, il faut prendre son temps. Chacun y vient avec des intérêts différents. Il faut que chacun puisse aussi trouver sa place dans cette coopération. Donc, on a relancé, voilà, ça a mûri un petit peu et on s'est dit, bon, ok, il faut qu'on y aille. On était convaincus qu'il y avait quelque chose à faire. Et on s'est rendu compte rapidement, pour mener un projet de coopération, on avait besoin d'avoir un tiers de confiance pour pas qu'il y ait une entreprise ou un partenaire qui prenne le lead sur le projet et qui s'approprie le projet. Donc, c'est là qu'on a fait le lien avec Brieux, qu'on a fait appel à l'association Transition Territoire pour dire il nous faut un coordinateur, un tiers de confiance pour coordonner le tout, animer, faire en sorte que les choses avancent, parce qu'après, on retourne tous dans notre quotidien avec nos enjeux propres. Donc, voilà, ça, c'était aussi dans la réflexion en disant il nous faut quelqu'un pour animer la coopération, pardon, parce que coordination, c'est autre chose. Donc, on a fait un premier temps d'échange avec tous les partenaires sur site. Et l'idée, c'était de poser les attentes, les limites, les apports des uns et des autres. Pourquoi chacun était autour de la table sur ce projet, en quoi ça l'intéressait.
on a effectivement des enjeux qui peuvent être différents. Par exemple, si je prends l'exemple des pépinières nodées, eux, ça les intéresse de venir travailler sur ce projet pour expérimenter un peu la forêt urbaine comestible, si voilà, pour le coup. La compagnie Dumas, ça les intéresse que eux, ils veulent travailler plus loin sur des enjeux d'alimentation de leurs salariés qui sont sur place, sur Tonnerre. Ils veulent aussi, ils ont des enjeux d'insertion professionnelle, de recrutement, essayer de voir comment ils peuvent aussi échanger, créer du lien avec les habitants de ces quartiers-là. Si je prends l'exemple du département, c'était aussi de comment remobiliser des bénéficiaires du RSA sur ce territoire sans avoir de problème de mobilité et les investir sur le projet pour être promoteur et participer aussi à la plantation à l'instant T. Donc voilà, c'est pour vous dire, on a tous des attentes différentes. Nous, au niveau de Domanis, c'était aussi de requalifier le quartier et de recréer du lien et de limiter les charges espaces verts. Voilà, pour donner différentes ambitions. Si on va sur la slide d'après, donc on a continué à avancer. On s'est dit bon oui, on va faire quelque chose, mais il faut d'abord qu'on recueille les attentes des habitants. Donc, on a une première réunion au mois de juillet pour échanger avec les habitants, les inviter à venir nous rencontrer. On a travaillé à différents ateliers, un moment un peu festif, pour recueillir leurs attentes. Et le quatrième enseignement, c'était qu'il faut être ouvert au rebond du projet. C'est-à-dire que nous, on s'était imaginé quelque chose en disant, on a 2 terrains, on va commencer par un, puis on verra après si on fait l'autre ou comment on le fait. Et les habitants qui sont venus nous voir nous ont dit, mais vous faites quoi sur l'autre terrain? Pourquoi vous parlez que de celui-là, etc. Se dire, bon, il y a peut-être une cohérence à gérer les 2 espaces en même temps. Voilà pour un exemple de rebond. Puis on a recueilli un certain nombre d'habitants. Enfin d'envie, on va dire, des habitants sur place. Et la notion de territoire, elle est très large aussi. Par exemple, un point qui était intéressant, quelqu'un qui dit, moi, je suis pas du quartier. En fait, elle habitait le bâtiment juste derrière. Donc, la notion de quartier de territoire, elle est très relative suivant les personnes. Et un 5e enseignement, c'est aussi de se dire parler financement très tôt. Là, effectivement, on est en train d'aboutir, en tout cas de réfléchir sur le financement du projet par rapport aux attentes, etc. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faut anticiper, et ça, c'est plutôt un retour d'expérience quand on travaille coopération. Il y a forcément des moyens à mettre en œuvre, alors des moyens humains, mais aussi des moyens financiers. Et peut-être que ça, on aurait dû, même si on avait à peu près une idée, on aurait dû en parler bien plus tôt. Donc ça, c'est les retours d'expérience qu'on peut faire sur ces sujets-là. Et puis, si on va à la diapo d'après pour savoir où on en est. Effectivement, non, il n'y avait pas de diapo. J'ai pas de diapo. Où on en est aujourd'hui, on va restituer en fait aux habitants des propositions de projets de plantation pour les embarquer. L'idée étant, au mois de novembre, on a une prochaine réunion prévue pour justement dire voilà ce à quoi ça pourrait ressembler. Et pour les embarquer effectivement sur la plantation. Et là, quand je dis on va plus loin, et c'est là que c'est motivant, c'est que de fil en aiguille, on est parti d'un projet de plantation sur lequel on travaille de l'insertion professionnelle avec des bénéficiaires du RSA, de la mise en valeur de métiers liés à, je dirais, aux plantations, de travail sur l'alimentation aussi, parce qu'on va planter un verger et des petits végétaux aussi qui produisent des choses à manger. Donc, on va travailler aussi sur la pédagogie, on embarque le CCAS, on va embarquer les écoles, travailler sur la biodiversité, la sensibilisation aussi par rapport aux espèces qu'on peut mettre en place, enfin en tout cas, je sais pas, des cabanes à insectes, etc. Et de travailler sur des lieux de vie partagés. Bon bref, il y a vraiment beaucoup d'histoires à raconter autour d'un projet initial de plantation. On dit que c'est une coopération à visée régénérative parce qu'elle touche à la fois du social, de l'économique, de l'environnemental, et on va au-delà de se dire je vais juste planter pour limiter mes charges, par exemple. Et c'est un des projets qui est en marge, comme tu l'as dit, de la stratégie de Domanis enfin, c'est une illustration parmi d'autres. Oui, il y en a d'autres choses, mais voilà, c'était... Merci. C'est plein de trucs, mais bon. Merci pour le témoignage.
Oui, alors merci beaucoup pour le témoignage vraiment concret. Et on comprend l'approche régénérative, notamment à travers ce qui a été souligné. C'est un peu l'animation de tout cet écosystème, c'est cette approche holistique. C'est ce que Laura a introduit sur la question de la régénération, c'est de penser un peu de façon écosystémique. Et de là, et c'est une application concrète. Et justement, j'ai une petite question là-dessus, c'est quelles autres actions concrètes aussi sont envisagées par Domanis, justement, pour développer ça. Est-ce qu'il y a d'autres illustrations à citer Alors, sur d'autres domaines, par rapport à nos axes stratégiques, je peux Oui. vous citer des choses qui sont très pratico-pratiques et qui sont en train de voir le jour ou qui viennent d'être mises en place. On va livrer des nouveaux logements. Alors, entre autres sur la commune de Chevannes dans l'Auxerrois et dans le Sénonais à Paron, des logements qui visent la réglementation RE 2031. Alors là, c'est pour les aguerris du sujet. En tout cas, c'est des logements qui sont aujourd'hui la réglementation thermique quand vous construisez, c'est la RE 2020. Et il y a plusieurs étapes prévues, 2025, 2028, 2031. Et là, on va livrer des logements qui ont un impact énergétique et bilan carbone très, très bas. On est sur des logements bois-carton ou bois massif. Et en fait, l'intérêt pour nos locataires, c'est des logements qui ont un confort d'hiver et d'été. Et l'objectif que j'avais donné à mes équipes, c'est construisez-moi des logements sans chauffage, parce que c'est une charge énorme pour les locataires, le volet chauffage. Bon, alors, on n'a pas le droit réglementairement de ne pas mettre de chauffage. Donc, il y a un petit chauffage d'appoint quand même. Il y aura un petit chauffage électrique, mais l'idée, c'est vraiment très peu de charges et on est sur des logements un peu. Alors, on est sur du bois massif et construction modulaire. Donc, voilà, c'est une illustration de comment on anticipe. Moi, nous, quand on construit des logements, c'est pour minimum 50 ans. Donc, il faut qu'on anticipe les besoins. Donc, on construit peu, mais on s'est dit, quitte à construire, autant qu'on construise des logements qui remplissent les normes de 2031, parce que le temps qu'on mette en œuvre les choses, on sera déjà à côté de la plaque sur les attentes et les enjeux de demain. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple très aussi qui est une expérimentation, c'est comment consommer autrement. On a mis en place avec une start-up qui s'appelle les Biens en commun dans 2 résidences étudiantes, une à Auxerre et une à Sens, des biens du quotidien à partager. En fait, par exemple, les étudiants, pour faire le ménage de leur studio, si tout le monde doit acheter un aspirateur, déjà ça prend de la place quand vous avez un petit logement, et en plus souvent ça coûte cher ou vous achetez quelque chose de peu cher mais qui est pas très efficace. Donc on a mis en place des boîtes où les locataires de ces résidences peuvent louer par exemple un aspirateur. Un fer à repasser, une machine à raclette, un appareil à raclette, une crêpière, un vidéoprojecteur. Donc, ce sont des biens partagés. C'est une action qui est soutenue par l'ADEME aussi. Et ce sont des biens partagés par les habitants. Vous louez ça, il y a une appli, enfin, c'est très pratico-pratique. Vous louez ça à 1,50 € de l'heure. Ça coûte quand même moins cher. Et puis, si par exemple, l'aspirateur a un problème, il est réparé, etc. Donc, voilà, on teste des nouveaux modes de consommation. Plutôt que d'avoir 40 aspirateurs dans une résidence, il y en a un qui est partagé et il est réparé. Enfin, attention aussi d'où il provient, l'aspirateur. Mais voilà, c'est un autre exemple concret d'action qu'on a mise en place et qu'on expérimente pour voir si ça prend. Mais pour le moment, les premiers retours qu'on a, c'est que ça leur est bien utile aux jeunes. Merci, je trouve vraiment des superbes idées, surtout que vous les mettez en application. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ces idées inspirantes. Alors, on avait une dernière question et ensuite on traitera des questions émises par les auditrices et auditeurs. Puisqu'on est devant un public quand même de personnes qui travaillent dans les collectivités, et nous on pense beaucoup aussi, on a un prisme territoire, justement on se projette dans ce que vous nous présentez, on se dit comment nous, qui travaillons dans des collectivités, qui travaillons pour les territoires, comment est-ce qu'on peut, quel lien, en tout cas, quel rôle on peut jouer dans ça? Parce que on pourrait partir du principe que les entreprises n'ont pas besoin de nous, qu'il faut laisser faire.
Et de ce que je comprends, c'est pas tout à fait comme ça. On peut accompagner les choses ou faciliter. Peut-être que je peux prendre pour commencer. Oui, La première chose, bon, j'imagine que vous le savez, mais c'est se former, se former, se former, monter en compétences, en connaissances sur ces enjeux. Il y a plein d'outils super qui existent pour ça. Vous connaissez certainement la fresque du climat qui est peut-être le plus connu, mais il y en a plein d'autres, les ateliers d'Automne. Il y en a un qu'on aime beaucoup à la CEC qui s'appelle The Week, qui est un outil qui marche bien. Et aussi, vous pouvez participer à des dynamiques comme la CEC d'ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, on accueille des collectivités dans ce genre de dynamique-là. Mais voilà, c'est se former, s'outiller, se renseigner, et monter en compétences sur les enjeux, c'est vraiment le premier palier. Le deuxième palier, c'est pour les agents de collectivité. Les acteurs publics ont un rôle pour moi dans ma représentation euh, de, comment dire, une place particulière. Ils peuvent jouer un rôle de catalyseur de transition écologique sur le territoire, en facilitant les actions portées par les uns et les autres, que ce soit les entreprises ou les associations ou les collectivités elles-mêmes, mais en étant en offrant des espaces d'accueil, en offrant des compétences de tiers de confiance, comme on le disait tout à l'heure, de facilitation, en se formant à la coopération, en, en jouant un rôle un peu d'agrégateur, de catalyseur de cette dynamique de transition écologique sur les territoires. Le territoire est la bonne maille parce que c'est là où ça se passe, c'est là où les gens se rencontrent, c'est là où l'action est concrètement. Donc, c'est là c'est simplement là où ça se passe. Enfin, l'invitation, c'est après après être monté en connaissance, en compétences et tous et toutes, on a besoin régulièrement d'en remettre des couches. Moi, le premier. Vous avez ce pouvoir d'agir, d'être des catalyseurs de cette transition. merci Brieux. Peut-être de dire aussi, alors moi je suis à mi-chemin en tant que bailleur social, j'ai envie de dire entre le monde de l'entreprise et la collectivité territoriale, parce que moi ma gouvernance ce sont des élus et en même temps on a un fonctionnement plutôt d'entreprise avec des règles très strictes du code de la construction. Donc voilà, on est entre deux et pour le coup, et puis je suis ingénieur territorial au départ, donc voilà, je connais bien un peu les deux mondes, mais il y a vraiment des enjeux de création de liens et de passerelles effectivement entre le territoire, les entreprises, les collectivités. On le voit sur notre projet là qui est un début de coopération à Tonnerre. Il y a par exemple, dans l'échange qu'on a eu avec le département, de dire, moi, je peux mobiliser des personnes du RSA pour participer, ça les aidera aussi à remettre le pied à l'étrier sur un certain nombre de sujets. C'est des choses que nous, on peut pas voir. Et donc, vraiment, c'est créer du lien avec les acteurs locaux et qu'on arrête de fonctionner en silo, ce qui est souvent le cas. Et vraiment, quand on commence à ouvrir un peu ces liens et à échanger, on entrevoit des opportunités sur du gagnant-gagnant. Et c'est quelque chose alors c'est peut-être plus facile, nous, en tant que bailleur social, parce qu'on a accès effectivement aux collectivités de manière, puis on peut pas ne pas travailler avec eux, mais à l'inverse, effectivement, que les collectivités puissent créer du lien avec les entreprises sur leurs problématiques très concrètes. Quand il y a une entreprise qui est inondée à un moment donné sur le territoire, c'est de travailler avec cette entreprise parce qu'il y a des enjeux d'aménagement. Et ça passe aussi par les collectivités. Donc c'est voilà, comment on crée du lien sur les besoins des uns et des autres et on arrive à trouver des solutions qui mettent en avant à la fois le travail de la collectivité, mais aussi les répercussions sur le monde économique. Laura, qu'est-ce que le lien justement au territoire, le rôle des territoires dans ce jeu? Je pense que Karine, je pense qu'elle a déjà presque tout dit. Ce qu'on on a remarqué, alors on est en train de faire c'est une toute dernière étude qui n'est pas encore sortie, mais je vais vous dire peut-être quelques éléments sans tout dévoiler, mais en tout cas, on est en train de mener cette étude sur les entreprises en milieu rural. Il y a un vrai attachement en fait de la part des entrepreneurs à leur milieu rural, c'est-à-dire vraiment à leur territoire.
Et souvent, c'est un attachement personnel, c'est un attachement économique, mais c'est aussi souvent personnel. Mais j'ai l'impression qu'il y a effectivement un peu, il y a deux mondes et ces deux mondes ne se parlent pas très souvent. C'est-à-dire que l'objectif est commun, c'est-à-dire il y a un attachement au territoire, il y a une volonté de développement social, économique, environnemental, et souvent ce qu'on remarque, c'est que il y a moins de connaissances aussi de toutes les activités qui peuvent être promues, faites par les collectivités. Je donne toujours l'exemple du foncier parce que je trouve que c'est une vraie problématique, en particulier pour les sociétés industrielles. On a remarqué que cette information était auprès des collectivités ou des territoires, mais l'information sur la disponibilité des friches industrielles, par exemple, ou de foncier, et que cette information n'arrivait pas toujours aux industriels. Les industriels, ils sont très ancrés dans leur territoire, ils veulent pas bouger, et donc ce dialogue, c'est essentiel. Et certains vont aussi loin dans leur politique. J'ai visité une entreprise qui fait des tonneaux pour le vin. Les fabriques de tonneaux, ils ont décidé vraiment de développer leur territoire. Donc, ils ont racheté même un terrain qui ne pouvait pas être construit, sur lequel on ne pouvait pas construire, et pour planter planter différentes typologies d'arbres. Ça, c'est par exemple une action qui a été faite par l'entreprise toute seule. Alors que peut-être en coopérant, en regardant avec la communauté et avec la communauté territoriale et la collectivité ce qu'ils auraient pu faire ensemble pour développer ce projet, ça pourrait donner quelques pistes même d'impact ultérieur, comme a décrit Karine. Dès qu'en fait on se met autour de la table, il y a vraiment des impacts qui sont plus importants. Et puis, ce qu'on dit souvent aux entreprises, c'est que justement, ils ne sont pas seuls, ils ne devraient pas agir seuls. C'est parce qu'ils ont aussi un impact sur leur activité, a un impact sur le territoire. Mais cet impact peut être aussi positif. Là, tout à l'heure, vous en parlez de logements qui ne consomment pas d'énergie, en tout cas qui réduisent la consommation d'énergie. Souvent, on sous-estime aussi tout ce qui peut être réseau de chaleur avec réutilisation de chaleur qui viennent d'entreprises, qui c'est de la chaleur perdue. Souvent, ils optimisent tout leur process, mais ils ont quand même de la chaleur en plus. Et cette chaleur peut en fait être utilisée. Et c'est là où on peut commencer en fait à imaginer un territoire comme un organisme vivant dans lequel chacun contribue. Et ça c'est effectivement ça demande une réflexion et ça demande un endroit, même physique. Quand je disais qu'incarner la RSE dans une personne, c'est la même chose en fait. Créer un environnement dans lequel les personnes, tous ces acteurs, ces parties prenantes peuvent se réunir et discuter, c'est très important. Je pense que c'est une des actions aussi de Genact. En tout cas, c'est vraiment pouvoir donner un lieu où incarner en fait ses aspirations et puis ses projets. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je vous propose qu'on passe aux questions, si ça vous va. Je vais les ordonner de façon totalement arbitraire. Allez, il y en a une, c'est un petit peu celle qui est poil à gratter, on va dire, mais on a tous envie de la poser. Les entreprises qui intègrent l'enjeu climatique, dans quel objectif le font-elles? Sous-entendu réellement, hein, pour maintenir leur activité malgré ces enjeux climatiques ou dans le sens de la protection de l'environnement? Est-ce qu'on n'est pas, on peut pas tomber vite dans du greenwashing? Voilà. Je peux répondre. Alors, en fait, un peu plusieurs choses. Ils ne le font pas pour une seule raison. À la fois, c'est se dire, enfin, je veux dire, il y a un enjeu. Une entreprise, elle a souvent des salariés. Il y a un enjeu social aussi d'emploi. Et donc, c'est bien sûr pour maintenir son activité. Souvent, elle le fait au départ pour ça.
mais aussi pour être plus efficace, alors je dis plus robuste, c'est plutôt le terme à la mode en ce moment. L'idée, c'est de pouvoir passer les soubresauts. On voit qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge beaucoup, c'est très instable. À 6 mois près, on a quand même du mal à savoir où on va. Et donc, c'est un enjeu à la fois économique, d'avoir une entreprise qui continue à fonctionner et à produire, du moins de manière intelligente. C'est aussi un enjeu dans le temps, effectivement, d'anticipation. Il y a un enjeu aussi de donner du sens. On voit que les nouvelles générations, elles regardent tout ça. Elles ont été élevées sur ces enjeux de risque climatique, entre guillemets, et de se dire, moi, je préfère aller globalement, il y a toujours des exceptions, mais aller travailler dans une entreprise où je sais pourquoi je le fais, à quoi ça sert, et je suis pas en train de détruire la planète sur laquelle je suis. Donc peut-être une sensibilité, et là c'est comment je recrute des talents, donc c'est intéressé aussi quelque part, mais le fait d'être intéressé, entre guillemets, sur un enjeu économique, un impact social et de performance, ça veut pas dire qu'on se fiche de l'environnement. Pour moi, je pense que c'est un tout. On le fait pour différentes raisons, plus ou moins poussé suivant les structures et les enjeux. Il y a des questions de survie pour certaines entreprises de s'adapter. Il y a des produits aujourd'hui, vous pouvez regarder une entreprise qui s'est adaptée, qui s'appelle Pocheco, qui est une entreprise qui fabriquait des cartes postales de mémoire, des enveloppes. Autant vous dire que le courrier aujourd'hui, on en a quand même de beaucoup moins, et qui a réussi à anticiper pour être encore aujourd'hui présente sur d'autres secteurs. Voilà, pour répondre à la question. Merci. Et sur le greenwashing, peut-être un tout petit complément. Pour moi, si une entreprise va tout de suite et que dans le greenwashing, ça va pas durer longtemps. Elle va se faire vite dézinguer, en fait. Il y a un moment où il y a tellement de pression des consommateurs, des salariés, des actionnaires de toutes parts que s'il n'y a pas un minimum d'incarnation de l'action qui est portée publiquement, et en particulier quand on parle à des dirigeants d'entreprises qui sont de PME, ou de TI, qui sont l'économie réelle, on va dire, ça tient pas très longtemps, quoi. Ça tient pas très longtemps. Et juste un point important quand même. Alors, il y a aussi un petit contexte réglementaire qui est un peu prégnant. Ça fait partie aussi du jeu. Certains le font aussi au départ parce que réglementairement, il y a des choses à mettre en place. Pour vous donner aussi un éclairage, la Banque de France aujourd'hui est en train de travailler à la mise en place d'un indicateur climat. Et c'est déjà le cas. Il y a 1000 entreprises qui ont déjà été sollicitées en France pour la mise en place de cet indicateur climat. Au-delà de l'indicateur économique, ça veut bien dire que demain, une entreprise ou une structure performante, je parle aussi des collectivités, c'est pas seulement une structure qui économiquement est viable, c'est une structure aussi qui ne détériore pas les limites planétaires et l'avenir sur quoi repose toute notre humanité quelque part. Donc c'est vraiment un enjeu qui est en train de se mettre en place, et il y aura un petit peu de contraintes aussi pour se mettre en route sur certains sujets. Oui, les notations Banque de France vont être adaptées en fonction de ça aussi. Donc, ça veut dire que les capacités de financement des entreprises et des collectivités qui dépendent des notations de Banque de France vont être impactées par ça aussi. Laura, peut-être. Oui, je pense que Laura va compléter. Non, mais c'est très bien, parce que d'habitude, j'ai cette question effectivement très, très souvent, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi aussi d'afficher les réponses sur les opportunistes, les convaincus et les contraints. Le message que nous portons, c'est peu importe la raison, regardons l'objectif. L'objectif, si c'est atténuer l'impact, pouvoir avoir une visée positive et pouvoir apporter une solution qui soit positive pour l'environnement, qu'il le fasse par opportunisme, contrainte ou conviction, bon, qu'il le fasse déjà. 1. 2, je suis d'accord avec Bré aussi, à un moment, il n'y a pas de cohérence entre nous, surtout dans les PME-TI, tête pensante et puis action. La tête pensante, c'est le dirigeant. S'il n'y a pas de cohérence, en fait, dans la stratégie globale, à un moment, ça va coincer. Mais déjà qu'il commence, parce que c'est comme tout, en fait, ça donne le goût, ça donne l'envie, Karine l'a dit aussi, ça donne l'envie, en fait, on se lance, et puis en fait, on se rend compte que ça peut marcher, en fait, c'est pas seulement, parce qu'au départ, la crainte des dirigeants,
quel est le frein numéro un? Le frein numéro un qu'on a toujours vu, c'est si je me lance en premier, mon produit va être beaucoup plus cher, personne ne va l'acheter. Donc, j'ai un surcoût parfois qui est de 30-40% si je fais toutes les choses bien faites. Et si je suis le premier, personne, en fait, le client n'est pas encore, je voyais Shine, etc., compagnie dans les commentaires, il y a encore un coût que le client n'est pas, et le consommateur final, souvent, quand je parle consommateur, c'est nous, n'est pas prêt à payer. Donc ça, c'est vraiment le premier frein. C'est-à-dire, moi, je vais avoir des surcoûts et personne n'est prêt à les payer. C'est pour ça aussi le fait qu'on encourage toujours le co-développement et ne pas faire tout seul, parce que justement, on va partager en fait ce coût. Et ça vaut aussi pour les collectivités. Vous ne devez pas faire tout seul tout. Il y a effectivement des coopérations qui peuvent se mettre en place. Et puis, il faut faire réfléchir toute la chaîne de valeur. Mais voilà, déjà commencer, et pour n'importe quelle raison. Et après, ça devient en fait, c'est une contrainte comme disait, il y a des réglementations qui l'imposent. Mais derrière ces indicateurs, il y a quoi en fait? Derrière l'indicateur, si je me trompe pas de la Banque de France, c'est que cette mesure, ça mesure aussi la robustesse d'une entreprise, puisque ça veut dire qu'elle a réfléchi en fait à ses limites, elle a réfléchi à ses ressources, elle a réfléchi à quelles sont ses chaînes d'approvisionnement. Elle a réfléchi à l'impact qu'elle peut avoir, aussi à l'appétence de son produit. Si l'évolution de la culture globale mène à long terme à un produit qui doit respecter certains critères, qui doit être impact positif, ou en tout cas déjà ne pas avoir un impact négatif, j'arrive plus à vendre mon produit. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à intégrer, voilà, c'est une question de survie, on le disait, si on n'arrive pas à intégrer cette évolution, eh ben on est au risque. Donc, c'est un vrai risque, en fait, pour l'entreprise de ne pas penser à intégrer ces enjeux dans ce process et dans sa stratégie. C'est ça qui se cache aussi derrière la Banque de France. Et c'est pas seulement les indicateurs financiers pour pouvoir composer un fonds ESG. Ça, ce n'est pas que ça. Ça, c'était à l'époque, c'était ESG, c'est tout ce fonds voilà, qui respecte la gouvernance, la société et l'environnement. Mais il y a eu toute la mode de créer ce fonds, et donc les fonds, les financiers demandaient en fait un reporting pour pouvoir dire ah ben voilà, moi j'ai 100% de fonds ESG. Maintenant, ça va plus loin. Ce n'est plus que ça. C'est-à-dire que on va regarder vraiment la robustesse et la résilience d'une entreprise. C'est-à-dire compris en fait que elle n'est pas toute seule au monde, mais que surtout elle repose sur un écosystème, et un écosystème voilà, avec des limites planétaires. Ah, merci. Il y a d'autres questions. Alors, on a encore 10 minutes. Et notamment une question sur, et là ça s'adresse, je pense, voilà, Madame la gestionnaire de patrimoine. Quelle démarche adopter pour un gestionnaire de patrimoine? Voilà, en prenant l'exemple des lycées. Peut-être les premiers pas. Oui. J'ai lu la question. Alors effectivement, hein, les orages, les tempêtes, malheureusement, ça va pas s'atténuer tout de suite. Ce sont des risques qui vont être un peu plus prégnants. Alors au niveau de l'adaptation du patrimoine, en fait, le patrimoine, il faut effectivement travailler à une forme d'adaptation par rapport aux risques qui peuvent être identifiés. Ça passe par l'adaptation effectivement du bâti en lui-même, mais aussi de son environnement. Alors, je suis pas une spécialiste non plus, hein, je vous inviterai, je ne sais pas si on pourra le mettre dans le chat, le lien, il y a la conférence de Samuel Bonvoisin sur l'hydrologie qui est hyper intéressante. En fait, pourquoi on a des orages, des précipitations, etc., c'est qu'on a déréglé le cycle de l'eau. Et sa conférence d'1 heure, elle est accessible sur YouTube. Ça prend 1 heure, mais on comprend plein de choses. On a oublié des choses de base sur le cycle de l'eau. Et on voit qu'on peut régénérer assez facilement ce cycle de l'eau. Et le fait, par exemple, de travailler sur la mise en place de végétation, etc., ça permet de rompre un peu ces cycles d'orage et de fortes pluies parce que ça fait des obstacles en local, hein, je parle effectivement. Après, sur les enjeux de toiture, de se dire, ben oui, s'il y a plus de tuiles, etc., il y a d'autres façons de faire des toitures que de la tuile. Après, il peut y avoir je sais qu'il y a parfois sur certains sites, on ne peut pas faire autrement que de mettre de la tuile. Mais effectivement, quand on peut envisager d'autres types de matériaux, peut-être pour parfois des matériaux plus légers, etc. Donc,
pour chercher, suivant le lieu, le site, on est sur un impact sur un site donné, quels sont les risques, les contraintes et comment on peut les atténuer. C'est que ce soit d'un point de vue technique ou aussi d'anticipation, par exemple en termes d'alerte, justement aussi parfois des pertes humaines sur certains événements, comme ça peut être fait sur le littoral, par exemple, sur des risques d'inondation ou de submersion plutôt. Voilà, donc c'est plutôt identifier les risques, essayer de les minimiser et de les anticiper pour préserver ce qui doit être préservé. Et après, peut-être, si on veut aller jusqu'au régénératif sur le bâtiment, il y a plein de choses. Enfin, peut-être que Karine, tu peux en parler mieux que moi, mais quand on va aller chercher du positif net, tout ce qui va toucher enfin, comment dire, la structure du bâtiment en tant que tel peut être pensée comme un élément du vivant. Et donc, on peut tirer des fils qui sont pas si saugrenus que ça, de se dire de végétalisation de toiture, de végétalisation de façade, qui permettent d'avoir des continuités écologiques par rapport à des espaces végétalisés qui sont déjà existants. Et donc là, on va avoir des impacts biodiversité, on va avoir des impacts fricheur. Enfin, donc ça, c'est des choses aussi qui sont assez tangibles, qui sont possibles, qui nécessitent parfois un peu d'investissement, mais parfois moins que des investissements techniques pour répondre à des enjeux qui sont les mêmes. Et donc, enfin, je dis une bêtise, Laura, il me semble que BPI avait fait un travail sur justement ou c'est Lumia qui a fait un travail sur le bâtiment, justement, la régénération dans le bâtiment. Oui, non, en fait, nous, d'ailleurs, j'allais dire que, c'est que curieusement, ça vient justement du bâtiment. C'est-à-dire que le régénératif, la théorie, en tout cas cette démarche, a été d'abord proposée justement dans la construction d'un bâtiment. Et après, ça s'est, je dirais, étalé et agrandi dans d'autres secteurs, mais l'idée d'origine part effectivement, si je me trompe pas, des États-Unis et dans le secteur du bâtiment. Mais je pense que c'est Lumia qui s'est plongé plus sur cette question-là. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'on prend une troisième? Alors, peut-être une dernière question parce que il y a une question là qui porte sur les activités. C'était par rapport à l'étude qui était présentée, Laura, que vous aviez réalisée pour le Lab BPI. Et je pense que derrière la question, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des activités, c'est quand même plus facile de faire de la régénération que d'autres? Ou est-ce que ça s'adresse à tous et à tout type d'activités? C'est une question qu'on s'est posée. Je dirais que c'est plus simple de l'expliquer quand on a un produit. Mais on a fait une étude de cas aussi sur une entreprise de services informatiques, une ESN, donc entreprise de conseil, qui a participé aussi à la CEC et qui essaye d'avoir un impact aussi positif dans sa démarche. Et c'était très intéressant parce que, voilà, par exemple, typiquement, ils ont essayé de développer en open source des softwares qui leur permettent, des logiciels qui leur permettent de diminuer l'impact énergétique d'autres logiciels. Donc, en fait, ils vont se greffer pour essayer de diminuer, enlever toute l'obésité, je dirais, logicielle. Ils font énormément de formation à la fois sur leurs consultants, mais aussi leurs clients. Ils ont commencé à intégrer une grille avec les objectifs de développement durable pour qualifier l'impact de leur projet et se dire, est-ce qu'on va sur ces missions-là? Et donc, pour commencer à mesurer aussi l'impact qu'eux-mêmes ont lors de leur mission. Par exemple, si je vais optimiser les documents, la gestion documentaire d'un producteur photovoltaïque, par exemple, bon, mon impact, il n'est pas énorme. Mais si je vais optimiser l'efficacité du panneau photovoltaïque pour pouvoir produire plus d'électricité pour ce même client, ben alors là, j'ai un impact positif. Et si en plus j'arrive à diminuer ses entrants, etc., à faire de la circularité, et là, j'ai encore plus d'impact. Et donc, tout le monde est concerné. Donc, ça paraît plus évident quand on a un produit parce que je vois le cycle de vie, mais ça impacte en fait tout secteur, et donc y compris les services. On a beaucoup travaillé avec le tourisme.
le tourisme disent bah c'est pas notre faute, notre impact, bah c'est comment les touristes viennent nous voir et donc si c'est l'avion et bah voilà, mais ça nous en concerne pas. C'est pas Merci. vrai. Voilà, c'est Merci. tout secteur est concerné. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et je vais vous laisser le mot de conclusion. En tout cas, encore une fois, je vous remercie vraiment parce que vous avez mobilisé du temps et moi, j'ai trouvé ça passionnant. J'espère que, voilà, vraiment, ça ouvre, je trouve, plein de perspectives. Et pour nous qui bossons pour les territoires en plus, ça nous dit que ça a du sens ce qu'on fait. On parle beaucoup de ce que vous avez évoqué, hein, créer des coopérations, animer les écosystèmes, etc. Donc, c'est des choses qui nous parlent. Je vais vous laisser le mot de la conclusion et je vous remercie encore vraiment vivement de vous être mobilisés. Simplement, s'il y avait une source à citer pour aller plus loin, pour s'engager, ou une phrase inspirante, enfin, c'est libre à vous. Voilà, vous avez les mots de conclusion. Laura, premier mot pour conclure et ensuite on fera Karine et Brieux. Non, mais alors, c'est pas pour faire l'autopromotion, mais en tout cas, vraiment, les quelques études qu'on a essayé de faire, c'était vraiment pour essayer d'expliquer, d'être pédagogique. Donc, c'est vraiment l'objectif. Donc, toutes les études que j'ai citées, elles sont toutes publiques, elles sont sur notre site, vraiment à consommer à volonté, parce que c'est vraiment pour essayer d'être pédagogique. Et après, j'ai aussi donné une liste. Oui. Je trouve aussi que l'ADEME est une source inépuisable d'idées. Ils se sont beaucoup améliorés aussi avec le temps, j'avoue. Donc, on se retrouve un peu plus. Voilà, moi, c'est un peu les deux sources que je conseille. Deux choses de mon côté. Les études de BPI France et de la CEC sur... Effectivement, je pense que ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de se frotter à des exemples concrets d'entreprises ou d'acteurs économiques qui sont sur ce chemin-là. Il y a de plus en plus de ressources, de podcasts, d'études de cas, de vidéos. On essaie de les recenser, entre autres, sur le site de la CEC dans la rubrique ressources. Moi, je vous conseille en particulier les podcasts que je trouve très parlants parce que ça permet d'entendre des dirigeants qui racontent leur chemin et pourquoi ils le font et comment ils le font. Voilà, c'est très riche, mais les études de cas, évidemment, sont particulièrement parlantes et permettent de décrypter un peu en profondeur, notamment les enjeux d'embarquement des entreprises, comment ils arrivent à embarquer leurs parties prenantes. Donc, si vous voulez en savoir plus, voilà, cec-impact.org/ressources, quelque chose comme ça. Et peut-être une citation qu'on aime bien à la CEC, c'est ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. C'est un peu ça l'esprit aussi de pionnier qu'on essaye d'impulser avec ce genre de mouvement. On va arriver à des tailles critiques d'entreprises qui sont sur ce chemin-là, qui vont permettre d'arriver à un point de bascule et de faire basculer notre économie. En tout cas, nous, on y croit très fort. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci. Et puis, les ressources, voilà, c'est ce qu'a donné Brieux. Il y a déjà pas mal de matière, effectivement, de s'informer pour bien comprendre. Effectivement, il y a un certain nombre de ressources. Travailler aussi en interne, proposer éventuellement, parce que tout seul dans son coin, oui, c'est bien, mais je pense que de proposer des formations ou de l'accompagnement à des équipes pour comprendre, on parlait de gestionnaire de patrimoine, il y a des choses qui peuvent être expliquées aussi à une équipe pour réfléchir autrement et changer la façon d'aborder les sujets. Donc, alors oui, la fresque du climat, c'est un premier début, j'ai envie de dire. Mon directeur de la com dit c'est le niveau CP, mais c'est pas. Ça veut dire que c'est une première prise de conscience. Après, il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place. Et effectivement, c'est souvent des personnes qui mettent en œuvre, qui proposent. Et après, une fois que c'est enclenché, voilà, ça permet d'avoir une répercussion plus large. Donc voilà, il existe des outils, tout ce qui est fresque, il y a le climat, il y a les fresques de l'économie régénérative aussi qui expliquent de manière très ludique à quoi ça sert. The Week, c'est un super outil à utiliser aussi avec des équipes qui a été mis dans le chat, qui permet de prendre conscience, parce qu'avant de se mettre en mouvement, faut qu'on soit touché, sensibilisé. Et on sait bien de réfléchir avec la tête, mais il y a aussi l'engagement. Et l'engagement, c'est plutôt avec le cœur. Donc voilà, pour conclure, renseignez-vous, informez-vous. Et il y a plein de choses positives à tirer. On est dans un monde qui est quand même plutôt qui nous abreuve de mauvaises nouvelles. Effectivement, il y a
grosso modo, on a à peu près 10 ans hein, pour changer la donne, mais il y a des choses super joyeuses à mettre en place pour y arriver. Bien, merci beaucoup. Thomas, on rend l'antenne. Oui, juste quelques mots. Merci déjà aux intervenants et intervenantes. Et merci, je voulais remercier donc bien sûr Céline, mais aussi Pascal Garnier et puis Guy Peretz. Donc Pascal qui est à l'agglomération de Sens et puis Guy, conseiller départemental de Lyon, hein, qui ont avec Céline organisé. Voilà, les pionniers servent aussi à ça parce qu'on laisse la possibilité à des pionniers de proposer des sujets. Donc voilà, c'est un réseau qui propose un programme. C'est ça que je voulais aussi vous partager. Donc un grand merci à eux trois. On vous envoie un petit mail avec le support de la formation. Oui, c'est une formation quelque part de la conférence. Céline, je veux bien que tu me l'envoies avec un petit questionnaire qu'on appelle maintenant questionnaire de robustesse, à force d'être imprégné par Olivier Hamon et puis les conférences qu'on a eues hier, pour que vous me fassiez des retours hein, sur cette visioconférence, qu'on puisse s'améliorer. Et bien sûr, le replay de cette visioconférence sera disponible dès que j'aurai un peu de temps pour monter et faire les vignettes, etc. Donc d'ici fin novembre, début décembre. Et voilà, merci encore à toutes et à tous, en espérant de vous voir très vite aussi en présentiel lors des événements du MIP. À bientôt. Merci. Merci. Merci Au revoir. beaucoup de nous avoir invités. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.